d'Hillary Clinton. J'avais fait une vidéo là-dessus je pense en 2019, de toutes les personnes qui étaient supposées témoigner contre Hillary Clinton dans toutes sortes de procès, sur toutes sortes de questions, etc. Ils disparaissaient, mouraient, se suicidaient, etc. Il y en avait une quantité industrielle de personnes. Il y en a 4 ou 5, ou je pense 6, qui étaient dans la même année, je pense que c'était en 2019, qui avaient une date de cours, là, qui étaient censés témoigner dans 2 semaines contre Hillary Clinton dans un procès et qui décédait. Puis là, tu en as un autre qui va témoigner contre Hillary Clinton dans un décède. Crise cardiaque, je veux dire, il se suicide, si ça, tu sais, et le Trump, il y a une vidéo montage de tout ça. Et il a retweeté ça. Donc, en plus de Obama, de tribunaux militaires sur Obama, il retweet ça. Je vous montre la vidéo. Ça a été traduit par Sylvia Miami. How did you find the Syrian president? Great. I think very good. Wrong. John F. Kennedy Jr., he was declared the front-runner for the New York Senate seat back in 1999. Days later, his plane crashed into the Atlantic Ocean, and his rival, Hillary Clinton, was elected senator. Mary Mahoney was a Clinton White House intern. She knew enough of the inner workings of Bill's sexual advancements to be a star witness during the Clinton impeachment trials. She was brutally executed at a Starbucks she was managing in 1997. In 1993, White House counsel Vince Foster was found dead in Fort Marcy Park near D.C. He supposedly killed himself, and among a lengthy list of potential foul play, the bullet was never found. Then there's James McDougal, a key witness for White House prosecutors. He was serving his 3-year sentence for bank fraud at the Fort Worth Federal Medical Center in Texas. And just before he was to give a testimony before the grand jury, McDougal suffered a heart attack in solitary confinement. In 2015, Walter Scheib, a White House chef hired under Bill Clinton, joined the list. His body was found at the bottom of a river, nearly 2 miles from the base of the trail he was reportedly hiking. An autopsy determined that Scheib's death was... Ça continue comme ça, un cas après l'autre, toc, 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 de personnes qui sont suicidées, qui ont été tirées, qui ont toutes sortes de... qui en savaient trop sur les Clinton. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Trump qui retweet ça. The body count of the Clintons is well over 100 that they've killed. The Clintons? Yes, the Clintons have killed over 100 people. I'll say that. Please take me to court. Okay? Please. They won't take me to court. So everybody knows it's true. But everybody knows the Clinton body count's about 130. Yeah. So, please take me to court. Please, please, please. Clintons. Anyway. Yeah. So, they won't. Les bonnes choses prennent parfois du temps. Les tentatives visant à ralentir, bloquer l'inévitable justice échoueront. Il s'agit de l'ingérence électorale. 2016, ben oui, ce n'est pas nouveau. Les fraudes électorales pour imposer leurs marionnettes. Pensez Clinton, pensez Hussein. Dans leurs affaires d'attaque contre Donald Trump, se mêler des affaires étrangères alors qu'ils n'en ont pas le droit ni le pouvoir, n'est-ce pas que Donald John Trump avait lancé un avertissement à Obama? Ingérence électorale de 2018, il s'agit toujours de revenir aux élections. Ingérence dans les élections de 2020, pensez à l'ancien patron, même de ses agences aux 3 lettres, également Mueller. Mise en accusation, projection, ces gens sont des malades, ce sont des malades, ce sont des fous. Nous, le peuple, sommes le remède. Qui est-ce qui a renvoyé celui qui a posté ce message cryptique? Il n'y a pas longtemps, c'est Donald Trump qui l'avait renvoyé, n'est-ce pas, comme on le voit dans son message sur Truth Social du 15 mai 2023 à 17h49, comme on vous l'a dit, quand il y a un 17. 5.49 heure militaire 17, military time, c'est un message pour exprimer quelque chose qui apparaîtra publiquement pour tout le monde dans ces messages codés qu'ils passent toujours aux Anon et soldats numériques qui suivent la 17e lettre de l'alphabet. Monsieur Q+. Bref,
Je suis fier d'avoir envoyé James Comey, qui est maintenant l'ancien directeur du FBI et qui supposément a partagé ce message. Il s'agit de réveiller le peuple de la planète et surtout, maintenant pour terminer, comme tous les Anons déjà l'ont vu, ce n'est pas par hasard que ce message réveilleur a été publié. Regardez bien ceci sur votre écran, peuple de la planète. Regardez ceci, peuple de la planète. Ceci est très important. Tout nous ramène au 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans ce message réveilleur? Ce message que l'ancien directeur du FBI, James Comey, a publié correspond exactement à 8647 jours depuis le 11 septembre. Bienvenue dans le grand réveil nouveau. Encore une fois, ce message, 8647, publié par l'ancien directeur du FBI, supposément, correspond exactement à 8647 jours depuis le 11 septembre, comme le rappelle Concerned Citizen et plusieurs patriotes. C'est le grand réveil. Chapeau blanc au contrôle, militaire au contrôle, l'art de la guerre. Pour réveiller, il fallait le faire ainsi. 11 septembre 2001, les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai? Hein, jamais. Pourquoi? C'est parce que c'est fallait être technique? Je sais pas, ils ont dû avoir quelque chose. Parce un que entraînement, tu veux dire? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Ah bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là. C'est dur d'être, quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Très expérimenté. Ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. À tous, des dirigeants prennent la fuite, littéralement, on traverse les frontières. On parle de dirigeants de Pfizer. Car c'est la tempête pour l'industrie pharmaceutique et en particulier pour ce laboratoire avec une première mondiale, l'ouverture d'un procès sur les injections ARN messager qui est validée. Et une actualité tout à fait dévastatrice pour Pfizer aux États-Unis, vous allez voir cela, et sur le continent européen. Avec notamment l'affaire des SMS pour Ursula von der Leyen, qui concerne aussi le laboratoire et qui rebondit. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Nous lançons maintenant la pétition nationale pour un procès en France de Pfizer. Ce laboratoire a un nom qui revient très très souvent dans l'actualité. Forcément, il est très présent dans les commandes, dans les études et les enquêtes scientifiques qui ont été faites également. Le lien pour signer cette pétition nationale pour le grand procès en France de Pfizer est sous la vidéo en description. Elle est fondamentale, cette pétition, parce qu'elle doit secouer l'opinion publique et ceux qui prétendent diriger la France. On doit les mettre face à leurs responsabilités, y compris sénateurs et députés. Le lien pour signer et relayer immédiatement la pétition nationale, le grand procès de Pfizer en France, est sous la vidéo en description, peut-être le procès du siècle. Et je pèse mes mots. Jim Jordan, donc le président de la Chambre des représentants aux États-Unis, sollicite également des informations auprès du directeur général de Pfizer. Comme le rappelle le représentant des ressources humaines lors de leur réunion, le docteur Dormitzer était visiblement bouleversé. Il a demandé à être transféré au Canada en raison de craintes qu'il ne fasse l'objet d'une enquête fédérale de la part de l'administration Trump sur son rôle dans le développement du vaccin Covid-19 de Pfizer, a déclaré GSK selon la lettre de Jim Jordan. Donc, le type, il a peur d'être attrapé par la patrouille, de devoir s'expliquer devant l'administration Trump sur le développement de l'injection ARN messager Pfizer pour Covid. Et donc, il est parti au Canada. Il a traversé la frontière. Ça devient ubuesque. D'autant qu'en Allemagne, vous venez d'avoir là le choc, ça fait du bruit dans la presse allemande, d'une star covidiste. C'est l'équivalent en France, je sais pas, d'une Karine Lacombe ou d'un comment il s'appelait, Gilbert Deray, vous voyez, ou
ou docteur Marty, enfin, parmi les médecins de plateau Covidistes qu'on voyait le plus. Eh bien, lui, il vient de passer aux aveux. Das Bild, le journal allemand, le 17 mai en parle. C'est le docteur Drosten. Le titre de l'article, Drosten admet sa plus grande erreur de jugement. Je cite un extrait de Bild. Il était le visage de la pandémie. Le virologue Christian Drosten. Et là, toute la politique s'est appuyée sur ses évaluations. Maintenant, il admet des erreurs pendant cette période. Concrètement, sur le thème de l'obligation de vaccination pour les médecins, les infirmières, devant la commission d'enquête sur le coronavirus au Parlement du Land de Saxe, le virologue s'est exprimé ce 16 mai pour admettre sa plus grande erreur de jugement sur l'obligation vaccinale. Encore une fois, c'est pas n'importe qui. C'est un type qui a passé des années sur tous les plateaux et qui a conseillé tous les gouvernements en Allemagne pour dire l'inverse. Ultra-covidiste, très connu en Allemagne. Il était le visage de la pandémie, comme écrit le journal allemand. Vous allez sur le site National Day Newspaper qui reprend tous les journaux aux États-Unis ce 16 mai, le titre « La Cour fédérale du Kansas rejette les efforts de Pfizer pour stopper le procès intenté par l'État ». Je vous cite un extrait de l'article. Un juge fédéral, donc au plus haut niveau aux États-Unis, a statué que l'État du Kansas peut poursuivre son procès contre Pfizer devant un tribunal d'État, niant la tentative de la société pharmaceutique de déplacer l'affaire sous juridiction fédérale. Donc niant, c'est-à-dire, je traduis directement, c'est pas nier dans le sens dénier, c'est rejetant la tentative de la société pharmaceutique, donc de Pfizer, de déplacer l'affaire sous juridiction fédérale. La décision marque une victoire procédurale précoce pour le procureur général du Kansas, Chris Kobach, qui a intenté le procès depuis 2023 dans le comté de Thomas, au Kansas. Ce procès, écoutez bien, accuse Pfizer de se livrer à des pratiques de marketing trompeuses liées à son vaccin, à son injection Covid-19. Plus précisément, il allègue que l'entreprise a induit le public en erreur sur l'innocuité et l'efficacité de l'injection, a caché des données critiques et à minimiser les risques potentiels tels que la myocardite et les complications pendant la grossesse. La plainte affirme en outre que Pfizer s'est efforcé de supprimer des informations dissidentes sur les médias sociaux et n'a pas divulgué des faits importants qui auraient affecté la perception du public. Donc, accusé à la fois sur le volet strictement médical et fausses informations et en même temps sur le volet qui a poussé à la censure des informations dissidentes, de ceux qui disaient des choses différentes et notamment la censure sur les réseaux sociaux. C'est un procès fondamental. J'ai fait tout un travail sur l'histoire des vaccins. Et déjà, ça m'a fasciné, c'est quand, il y a plus de 10 ans, 15 ans, pour la première fois, j'ai été à la Bibliothèque nationale et j'ai ouvert les carnets de Pasteur. J'ai ouvert aussi les carnets de ceux qui étaient dans son entourage. Et j'ai découvert la vérité sur la création, l'invention du vaccin contre la rage. C'est une imposture totale qui est consignée dans les écrits de Pasteur, dans les écrits de Roux, Émile Roux, qui était son principal adjoint et qui explique comment ils ont triché pour masquer les drames qui suivaient certaines vaccinations. Et ça, j'en ai parlé à des copains médecins. Quand la première fois, un ou deux étaient au contact de ce que j'appelais moi une vérité indubitable, puisque c'était eux les auteurs qui la révélaient, ils me disaient mais c'est pas possible, on est allé à la fac, on nous l'aurait dit. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui malheureusement est mort aujourd'hui, il était docteur en philosophie, il était docteur en médecine et psychiatre, il s'appelait Serge Tribolet. Et Serge, le jour je lui dis mais quand même Serge, voilà la vérité de Pasteur. Alors il a lu, il dit mais c'est pas possible, et moi qui me veux être constamment dans un principe d'interrogation, j'ai gobé à l'université comme ça sans me poser de questions. Oui, parce que c'est tellement là, indubitable. Bon bah d'accord, on va pas perdre son temps à revisiter les éléments, les fondements. Les fondements, ils sont acquis une bonne fois pour toutes. Eh bien non. Les fondements ne sont pas des vérités. Il faut savoir les batailler. Guy Hermé, le médecin, fait un rapport en 1832 en disant « Mais nos jeunes, à 25 ans, sont des vieillards qui ne tiennent plus debout. » Et tout cela aboutit à quoi? À des organismes en décrépitude. Qui dit organisme en décrépitude qui, en plus,
souffre de respirer tous les acides, etc., toute la chimie dont on se sert pour développer ce monde industriel, et ça donne des santé précaires qui font mourir jeunes. Et après, on nous dira, mais heureusement qu'il y a eu la médecine, parce que grâce à la médecine, on vit plus vieux. Non, regardez quelles étaient les conditions de vie de nos ancêtres à l'ère industrielle et même avant. C'était impossible d'imaginer qu'une physiologie tienne dans ces conditions-là. Une période où nous avons certainement été fous, c'était celle du Covid. Ouais. Et la crise sanitaire a révélé quand même un climat d'intolérance médiatique, des médecins censurés, des débats interdits. Et TV Liberté, on peut, je pense, en targuer, avait été un espace de libre débat, de débat non conformiste sur cette question. Et justement, vous avez écrit sur ces sujets plusieurs ouvrages. La médecine NUTEU, oui. Médecine régime, la terrifiante imposture, et le dernier, l'inquiétante histoire des vaccins. Voilà, donc ça prouve que vous êtes un homme libre sur cette question. Oui, mais je veux être libre dans tous les domaines, quitte à perdre ma petite position. Ben c'est justement ça qu'on peut reconnaître et admirer, parce que quand on est sur l'égide, sous l'égide de l'ARCOM et de l'ex-CSA à l'époque du Covid justement, avec ces news, et c'est une question honnête, est-ce qu'on s'auto-censure pas un petit peu? Est-ce qu'on dit tout sur la question du Covid? Très objectivement, j'ai essayé de dire tout ce que je pensais est acceptable, non pas uniquement pour l'ARCOM, mais pour l'ensemble de la population. J'ai fait tout un travail sur l'histoire des vaccins. Et déjà, ça m'a fasciné, c'est quand, il y a plus de 10 ans, 15 ans, pour la première fois, j'ai été à la Bibliothèque nationale et j'ai ouvert les carnets de Pasteur. J'ai ouvert aussi les carnets de ceux qui étaient dans son entourage. Et j'ai découvert la vérité sur la création, l'invention du vaccin contre la rage. C'est une imposture totale qui est consignée dans les écrits de Pasteur, dans les écrits de Roux, Émile Roux, qui était son principal adjoint et qui explique comment ils ont triché pour masquer les drames qui suivaient certaines vaccinations. Ça va faire comme les ZFE. Il y a les gueux et les autres. Pour les riches, pas de problème. Les soins palliatifs seront pour les riches parce que c'est cher. Et l'euthanasie sera pour les pauvres parce que c'est pas cher. Vous m'avez entendu. Et je veux bien être démenti. Mais je connais le sujet maintenant. Je l'ai regardé de près. C'est horrible. En fait, je n'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Et c'est l'histoire qui est enseignée à l'école, quand elle est encore enseignée, ou à l'université, qui est un tissu de mensonges, qui est un tissu d'erreurs. Et la grande question, c'est pourquoi tous ces mensonges? Ils ont évidemment des arrière-pensées à tous ces mensonges. Ça fait 200 ans que l'histoire, en fait, est falsifiée. Donc on falsifie le passé pour justifier l'abomination qui a été la Révolution française, ou dite française. C'est-à-dire, elle n'est pas faite par le peuple de France, déjà. Ouais. Alors, par exemple, un des imposteurs de l'histoire, c'est Michelet, qui a dit que le peuple avait pris la Bastille, etc. Tout ça, c'est de la fumisterie. Alors, pourquoi tous ces mensonges? Moi, je rétablis les faits. On apprend beaucoup aux enfants que l'histoire commence avec la Révolution. Et tout ce qui est antérieur à la Révolution serait obscur parce que c'est chrétien, et la Révolution aurait apporté le progrès, alors que les temps modernes sont la pire parenthèse de l'histoire. Jamais dans l'histoire, l'homme n'a autant tué l'homme. L'armée israélienne intensifie ses bombardements sur Gaza et lance son offensive terrestre. Il y a eu plus de 300 victimes en 2 jours, les gars. La famille que vous voyez derrière moi, c'est la famille Al-Sultan. Ils ont tous perdu la vie hier dans des bombardements qui ont été causés par l'armée de Tsahal à Beth Laya. Paix aux âmes de toutes les victimes de l'armée israélienne. Et grosse prière pour les survivants. Priez Dieu, invoquez Dieu pour qu'il leur vienne en aide, pour qu'il leur accorde un répit, tu vois, pour qu'il leur accorde une subsistance. 300 morts en 2 jours, les gars. 300 morts en 2 jours. Tu vois, plus de 100 000 victimes depuis le 7 octobre, depuis le début du génocide organisé par Israël.
Et nous aussi, les Occidentaux, les gars, on aura notre part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé de toute façon. Parce qu'on n'a pas été capable de dégager nos gouvernants. Donc un jour ou l'autre, on méritera de subir ce que les Palestiniens ont subi. Il faudra pas se plaindre. La France, elle a trop foutu la merde dans le monde. Des pays comme la France, hein, pas que la France, ont trop foutu la merde dans le monde. Et un jour ou l'autre, faudra passer à la caisse, les gars. C'est une certitude. Regardez, la scène se déroule mardi soir. Vers 17h30 en mer Baltique, au large des côtes estoniennes, on est dans la salle des commandes du pétrolier Jaguar, un monstre des mers de 243 mètres de long pour 42 mètres de large, l'un de ces fameux navires fantômes qui permettent d'écouler du pétrole russe vers la Chine ou l'Inde en contournant les sanctions occidentales. À bord, l'équipage est russe, mais le bateau traverse, et les coordonnées GPS le montrent, les eaux estoniennes. Branle-bas de combat, la marine estonienne décide alors d'intervenir. Un patrouilleur est envoyé pour arraisonner le bateau, le conduire dans un port et donc l'intercepter. L'équipage russe reçoit alors confirmation qu'il n'en est pas question. Écoutez. This is Estonian warship, Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Aussitôt, le pétrolier suit la consigne et fuit vers les eaux internationales. La marine estonienne passe à la vitesse supérieure et tente donc une montée à bord. Un hélicoptère s'approche, puis un avion. Panique sur la passerelle. Écoutez. требует бросить якорь. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट ड्रोन जैसा ही है. À ce moment-là, tout s'emballe. L'armée russe envoie à son tour cet avion, mais cette fois c'est un avion de chasse, un Sukhoi 30 pour repousser les Estoniens. Il engage une poursuite avec l'hélicoptère et l'avion et réussit à les faire fuir. Le patrouilleur estonien reste à proximité et se contente d'escorter le navire, qui va faire escale ensuite au large de cette petite île russe dans le golfe de Finlande, l'île du Auckland. Moscou a gagné la partie pour cette fois. Mais d'où vous permettez de donner du porc à mon gamin, monsieur? Mais madame, on est en France. Mais je m'en fous, monsieur, qu'on soit en France. J'ai dit au début de l'année que mon fils était musulman. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc il ne mange pas de porc. Et là, j'apprends quoi? Bah, il mange pas de porc. Qu'on lui donne du porc à la cantine. Nous, à la cantine, il y a du porc. Mais monsieur, c'est la loi. C'est la loi. Je vous dis que mon loi fils est musulman qui ne mange pas de porc. Vous lui faites un menu spécifique. Ça s'arrête là. Il n'y a aucune loi Si, concernant monsieur, la religion musulmane ici en France. Hein. Puis si vous n'êtes pas contente, madame, vous changez de pays. Hein. Comment ça, change de pays? Bah, vous êtes... en plus, vous êtes raciste. Bah, wow. Non, je suis pas raciste, mais bon, vous faites un peu des manières, nanana, pas manger de cochon. Mais monsieur, à cause de vous, mon fils a enfreint la religion. Donc, soit vous retournez en Algérie, en Tunisie, je sais pas d'où c'est que vous venez, mais au pire des cas, si vous n'êtes pas contente, vous lui faites un sandwich. Un sandwich? Bah oui, vous lui faites non, mais un sandwich au poulet. Vous foutez de moi. Mais nous, dans tous les cas... Vous vous foutez de moi. Non, je suis désolé. Non, mais monsieur... Dans tous les cas, au menu, c'était du porc et... Mais monsieur, je vais porter plainte, là. Ce qui se passe, là, c'est que je vais porter plainte, monsieur. Je vais vous afficher sur les réseaux. Madame. Ce que vous avez fait, c'est inadmissible, monsieur. Vous avez porté plainte, ça va n'aboutir à rien. Mais bien sûr que si, monsieur. Vous avez à respecter notre religion, ça s'arrête là. Vous avez à respecter... C'est la loi, monsieur, c'est comme ça. Mais madame... Non, mais c'est bon. Taisez-vous, je vais porter plainte, monsieur. Ça a été très bien. Le personnage le plus important de l'islam, c'est Jésus. C'est pas seulement un prophète, il revient à la fin des temps pour défaire les armées du diable. Donc c'est le personnage le plus important de l'islam. Et comme c'est le personnage le plus important de l'islam, la Vierge Marie, sa mère, est un personnage pratiquement aussi important que lui. Ils sont au sommet. Je suis toujours pour que le catholicisme soit la religion d'État, parce que c'est la religion historique de la France. Et ça nous permet de sortir du mensonge de la laïcité qui met à égalité la religion historique de la France et n'importe quoi d'autre. Et forcément, de ce faux égalitarisme abstrait voulu par la franc-maçonnerie et ceux qui sont derrière génère tout le chaos et notre relation problématique à l'islam et d'ailleurs au judaïsme aussi. Ça réglerait bien des problèmes et ça nous débarrasserait du mensonge de la laïcité qui est un anticatholicisme qui ne dit pas son nom et qui n'a rien à voir non plus avec l'athéisme. Je suis aussi pour maintenir à tout prix la foi du charbonnier parce que je pense que pour que les masses obéissent à la morale, il faut qu'elle ait une dimension transcendante. Et la morale religieuse est très bien, parce que, par ailleurs, pour les élites, je suis un stoïcien. Je pense que les élites, elles, peuvent se poser la question du bien et du mal par une réflexion personnelle qui demande du temps et de la culture. Mais c'est quelque chose qui est dangereux si on propose ça, je veux dire, au commun des mortels et à la masse. Politiquement, ça pose des problèmes. C'est pour ça que Robespierre avait compris qu'il fallait créer, renouer avec Dieu par l'être suprême, tu vois.
Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Entre ingérence diplomatique et attaque personnelle, Recep Tayyip Erdogan a définitivement laissé tomber les gants avec Emmanuel Macron.